Bien, bonjour à tous. Je crois que nous sommes en ligne. Bienvenue à vous tous, expatriés non résidents de nombreux pays autour, à la fois européens et je crois du nord de l'Afrique. Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Union des Français de l'étranger, que je remercie d'ailleurs au passage, pour parler investissement, pour parler de vos placements dans un contexte évidemment économique très particulier, bon, de marché particulier, volatile, de climat inflationniste, de hausse de taux d'intérêt, etc. On peut effectivement se poser de nombreuses questions sur savoir comment placer son argent, où investir et de façon sécurisée. Alors, on va parler immobilier, hein, qui est souvent une façon de positionner ces fonds de façon plus sécurisée, parce que plus tangible, et aussi parce que quand dans un climat inflationniste, c'est aussi une manière de le corriger, hein, de suivre, de se protéger. Donc on va parler immobilier, on va parler une autre façon de faire de l'immobilier, qui est l'investissement en nue propriété. Alors je suis moi-même donc Amaury de Calonne, associé cofondateur de la société Monetivia. Monetivia, qui est une société qui est spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale, et son domaine d'expertise, son dada, c'est la nue propriété, c'est l'expertise en démembrement de propriété, hein. Et dans ce cadre-là, on propose de nouvelles façons en fait, d'investir en immobilier à partir de la nue propriété, et notamment une solution qui s'appelle le contrat Monetivia, que nous avons mis sur le marché il y a maintenant quelques années avec Allianz. Alors, quand on parle évidemment investissement immobilier, la première chose auquel on pense, c'est l'investissement locatif, hein. C'est tout à fait logique de pouvoir, quand on veut acquérir de l'immobilier au dehors de sa résidence principale, se dire, voilà, je vais placer mon argent, je fais de l'immobilier, je vais faire du locatif. Ce qu'on peut constater depuis un certain nombre d'années, c'est que c'est de moins en moins intéressant. Pourquoi? Parce que les rendements locatifs se sont considérablement dégradés en France ces dernières années. Eu égard, bon, je passe les risques locatifs qui ont toujours existé, je passe de vacances locatives, je dois changer les locataires, on peut avoir des locataires qui sont plus ou moins mauvais payeurs. Mais au-delà de ça, les rendements ont diminué parce que les loyers ont reculé par rapport à l'inflation, si on prend ces dernières années, notamment ces 10 dernières années. Les charges qui incombent aux propriétaires, que ce soit les charges de copropriété, que ce soit la taxe foncière, toutes ces charges n'ont cessé d'augmenter, elles, pendant toutes ces années. Et donc, quand on additionne toutes les charges par rapport à un revenu qui, dans certains endroits, a été encadré, et de plus en plus de villes encadrent les loyers, et ben, quand on met ça en perspective, un peu moins de revenus, plus de charges, et en plus, sur le net, là, la fiscalité, elle n'a pas cessé d'augmenter non plus, avec la création de la tranche à 45% en 2012, les CSG, CRDS qui n'a cessé d'augmenter. Vous rajoutez l'IFI, vous rajoutez tout ça. Au total, quand vous voyez ce qui vous reste par rapport à un loyer brut, eh ben, ça fait un peu peur. Il faut reconnaître que je vous ai mis un exemple pour des non-résidents que vous êtes. Sur un exemple d'un bien que vous achetez qui vaut 600 000 euros, si vous partez de rendement brut d'un loyer qui génère 21 000 euros par an, soit 3,5%, une fois que vous avez déduit tous les coûts qui vous incombent, des assurances, des charges de copro, les travaux éventuels, les petits travaux à faire, de petites rénovations, la taxe foncière, etc., vous déduisez ça et vous ajoutez après l'impôt que vous devez payer, hein, c'est-à-dire 20%, ça c'est un forfait sur vos revenus fonciers, plus le prélèvement de solidarité qui est minimum 7,5%, mais dans certains pays, ça peut monter à 17%. Vous déduisez tout ça, vous voyez que sur un loyer de 21 000 euros au départ, annuel, il vous en reste 12 180, ce qui fait un rendement de 2,03. Si en plus vous êtes à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, sur la première tranche, hein, la minimale, ça va vous coûter en plus 4 200 euros. Rendement net sur l'opération, 7 980 euros, soit 1,33%. Donc inutile de vous dire que ça reste extrêmement faible par rapport à votre rendement brut de départ.
Alors, il y a un moyen d'échapper à ça, il y a un moyen d'investir dans l'immobilier et de prendre la performance du locatif sans tous ces inconvénients, c'est-à-dire ses contraintes, sa fiscalité, ses charges, et toutes ces choses-là. Ça s'appelle la nue propriété. Ça s'appelle l'investissement en nue propriété dans l'ancien. C'est effectivement de prendre tous les avantages sans les inconvénients du locatif. Alors, comment ça marche? Le principe de la nue propriété, c'est très simple. Vous achetez un bien immobilier à un occupant qui vous dit, voilà, moi, je vais garder le bien, je vais conserver le bien un certain temps. Je vais être comme votre locataire. Je vais rester dedans une durée qu'on va déterminer ensemble, hein, entre 10 et 25 ans. Ça peut mettre, dans certains cas, un peu moins de 10 ans, mais le plus gros du marché et de l'offre, c'est entre 10 et 25 ans. Et donc, une fois qu'on a déterminé cette durée, imaginons 15 ans, vous avez un vendeur qui vous dit, moi, je reste 15 ans dans le bien, on détermine ensuite la valeur d'usage du bien, c'est-à-dire on détermine le loyer du bien, comme si vous mettiez le bien en location. On tire ce loyer sur la durée que se réserve le vendeur, et on déduit cette valeur de loyer de la valeur du bien. Donc, je vous prends un exemple là, le bien vaut 500 000 euros, vous achetez un bien qui vaut 500 000 euros, votre vendeur vous dit, moi, je garde le bien 15 ans, je l'occupe pendant 15 ans, ces 15 années, ça vaut 180 000 euros, 500 000 moins 180 000 euros, j'achète le bien 320 000 euros. Voilà, c'est aussi simple et aussi bête comme chou que ça, l'investissement en propriété, c'est j'achète un bien avec une décote et cette décote, elle correspond aux loyers qui me sont prépayés sous forme de réduction de prix. Le principe juridique, c'est qu'évidemment, vous n'allez pas mettre un bail en place avec l'occupant. Vous allez vous appuyer sur un principe qui est le démembrement de propriété, hein, qui est dans le Code civil, qui est vieux comme Hérode. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, si on revient à la base, c'est quand on détient un bien en France, on détient la pleine propriété d'un bien. Et cette pleine propriété, elle se décompose de deux droits. La nue propriété, je possède le bien, je possède les murs, mais je n'en ai pas l'usage. Il est ma propriété. Et l'usufruit qui lui donne l'usage et le fruit, usus et fructus, l'usage du bien et le fruit du bien, c'est la location du bien. En tant qu'usufruitier, vous pouvez utiliser le bien ou louer le bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démembrer le bien. Le vendeur va vendre la nue propriété. Vous allez acheter la nue propriété du bien et laisser un usufruit temporaire à votre vendeur qui va être valorisé économiquement. Et au bout de cet usufruit, le bien est remembré et vous redevenez plein propriétaire du bien immédiatement. Comment est-ce qu'on valorise cet usufruit? C'est toujours très simple, on part du loyer de marché du bien, c'est-à-dire combien se loue ce bien, si c'est un 2 pièces à Paris, si c'est un 3 pièces à Lyon, si c'est une maison sur la côte basque, par exemple, combien vaut d'habiter ce bien, de louer ce bien pendant X années. Ensuite, on indexe ce loyer sur la durée, on fait augmenter le loyer sur la durée, on actualise cette somme de loyer, on raisonne en ce qu'on appelle valeur actualisée nette, puisque percevoir la somme de loyer tout de suite, immédiatement par rapport à le recevoir dans 10 ans, ça a évidemment une valeur, donc on actualise ces flux futurs, et on retire tout de suite le ratio de charges qui incombe traditionnellement aux propriétaires, afin que vous n'ayez rien à payer pendant toute la durée du usufruit. Donc, une fois qu'on a cette masse de loyer actualisée, on a la valeur économique de cet usufruit qu'on va déduire de la valeur du bien. Donc, cela revient bien pour l'acheteur à être réglé de tous les loyers immédiatement sous forme de réduction de prix. Il y a deux cas qui peuvent se produire si votre usufruitier est un senior, est un retraité. Le premier cas de figure, c'est que par rapport à la durée qu'on a fixée, que ça dure moins longtemps que prévu, parce qu'il y a eu un décès prématuré de votre occupant. Il y a un deuxième cas qui est plus rare, mais qui existe aussi, c'est si le vendeur veut continuer à habiter le bien, et à ce moment-là, à prolonger un peu son bail. Premier cas, effectivement, on part sur 15 ans. Vous avez acheté la nue propriété, vous avez laissé un usufruit de 15 ans à votre vendeur, et cet usufruit de 15 ans a fait donc l'objet d'une valorisation de 15 ans de loyer qui ont été déduits de la valeur du bien. Ça a donné votre prix de la nue propriété en T0. La personne a donc 15 ans pour l'habiter. Patatras, au bout de 10 ans,
cette personne décède, vous allez donc récupérer le bien beaucoup plus tôt, donc 5 ans plus tôt, hein, si le décès survient au bout de 10 ans. Pourquoi? Parce que juridiquement parlant, l'usufruit s'éteint. Il s'éteint et donc vous devenez de fait, de droit, plein propriétaire du bien. Vous le récupérez à la minute où la personne est décédée. Seulement, cette personne, évidemment, vous avez fait un contrat de 15 ans avec cette personne, elle devait habiter le bien 15 ans, elle l'a habité que 10. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez restituer le fait de récupérer le bien plus tôt, la valeur résiduelle des loyers qui a fait l'objet du calcul sur les 15 années et qui n'a pas été consommée par le vendeur. Vous allez restituer cette valeur, mais vous n'allez pas tout restituer. Pourquoi? Parce que sur cette valeur résiduelle, on applique un abattement de minimum 33%, ce qui fait évidemment mécaniquement augmenter la rentabilité de l'opération. Hein, l'idée étant de dire, j'encaisse tous les loyers par avance en tant que nu propriétaire, hein, en tant que propriétaire du bien, je me fais prépayer sous forme de décote la totalité des loyers. Si je dois en rendre, je rends, mais je ne rends pas tout. Je garde un tiers de la valeur résiduelle que je dois restituer en cas de récupération anticipée. Le deuxième cas de figure qui peut se produire, c'est le cas où, au bout des 15 ans, le senior qui habite le bien souhaite et décide de prolonger son bail dans le bien, d'occuper le bien plus longtemps. Là aussi, vous êtes sécurisé, là aussi, vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que ce senior aura, pour se donner cette possibilité, souscrit une assurance, alliance, qui va s'activer automatiquement au bout de 15 ans sur sa vie. En fait, le fait qu'il soit en vie, c'est une assurance vie. Le fait qu'il soit en vie au bout de 15 ans va activer cette indemnité qui vous sera versée tous les mois tant que le bien est occupé. Hein, l'idée est de protéger le TRI de l'opération. Vous avez acheté un bien, vous l'avez laissé 15 ans. Ces 15 années, c'était 15 ans de loyer que vous avez perçu sous forme de décote. Au bout de 15 ans, vous devez récupérer le bien. Vous ne le récupérez pas, aucun souci. L'indemnité se met en route et vous est versé tous les mois tant que le bien est occupé. 6 mois, 1 an, 5 ans, vous percevez cette rente, ce qui fait que vous savez que de toute façon, au terme de l'usufruit temporaire, vous avez un revenu, soit par cette rente, cette indemnité versée par Alliance parce que le bien continue à être occupé, soit parce qu'il a été libéré, et là, vous pouvez mettre le bien en location. Donc, c'est pour ça que c'est un très bon produit, notamment, on va en reparler après, pour préparer sa retraite. Voilà le principe. Donc, l'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est de protéger la rentabilité de l'opération, de protéger la rentabilité de l'investisseur. Donc, en résumé, le principe de la nue propriété, hein, c'est un démembrement de propriété, donc la nue propriété, plus une assurance. Ça peut se finir plus tôt que le terme anticipé. Dans ces cas-là, mon TRI va augmenter grâce à l'abattement dont je bénéficie sur la valeur résiduelle que je rembourse. Et si ça devait, par exemple, arriver, cas assez très rare, mais la première année, eh bien, j'ai une décote grâce à cet abattement minimum qui m'est garantie de 15% sur la valeur du bien. Je ne paierai jamais plus que la valeur, que 85% de la valeur du bien. Deuxième cas de figure, ça se finit un peu plus tard que le terme initial, que le contrat initial anticipé. Vous avez à ce moment-là un revenu qui vous est versé mensuellement. Le TRI, la rentabilité de l'opération, le rendement de l'opération est protégé par l'assurance Alliance. Alors évidemment, investir en nue propriété, investir en immobilier sous ce format-là, de cette façon-là, ça vous procure de très nombreux avantages. Hein. Vous allez voir pourquoi, par rapport à faire un investissement classique où j'achète un bien et je mets un locataire dedans. J'ai un bien, prenons un bien pour un chiffre simple qui vaut 1 million d'euros. Je vais acheter le bien 650 000 euros parce que je laisse 15 ans d'usufruit à mon vendeur qui ont été valorisés 35% de la valeur du bien. Hein, les loyers correspondent à 35%. Donc, j'achète un bien qui vaut 1 million moins 350 000 euros. J'achète le bien 650 000 euros. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en procédant de la sorte? D'abord, j'ai sécurisé tous mes loyers, hein, puisque j'ai été prépayé immédiatement de tous ces loyers sous forme de décote. Donc, je n'ai pas de risque locatif. Il n'y aura pas de flux financier pendant 15 ans. J'ai déjà perçu immédiatement la valeur de ces loyers. Le deuxième avantage, c'est que je les ai perçus net d'impôts.
hein, puisqu'évidemment, ils ne sont pas passés par la case trésor public, il n'y a pas eu de flux. Donc, j'ai cette décote, ces loyers sont totalement défiscalisés. Preuve en est que lorsque je vais récupérer le bien, pour le calcul de la plus-value, le fisc retient la valeur de la pleine propriété. J'achète donc 650 000 euros un bien qui vaut 1 million d'euros. Lorsque je vais récupérer le bien, quand je vais le revendre, si je veux le revendre, mon prix de revient pour le calcul de la plus-value est 1 million d'euros. J'ai totalement écrasé la fiscalité sur les 350 000 euros de décote. Donc l'usufruit écrase la fiscalité. Autre avantage, taxe foncière, charges de copropriété, tout ça est réglé par l'usufruitier pendant toute la durée d'usufruit. Hein, les charges de copro peuvent augmenter, la taxe foncière peut augmenter. Tout ça, c'est lui qui la règle. Je n'ai pas de flux financier. Je ne règle moi que m'incombe à moi, nu propriétaire, uniquement les grosses réparations au sens de l'article 606, qu'on appelle les réparations qui intéresse l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Ça veut dire quoi? En résumé, c'est ce qu'on appelle le clos et couvert, ça c'est l'enveloppe de l'immeuble. Tout ce qui est intérieur de l'immeuble, chaudière, ascenseur, etc., c'est pas pour vous. Ravalement de façade, c'est pas pour vous, c'est pour l'usufruitier. Vous, c'est vraiment ce qui impacterait la structure. Je vois pas bien dans l'ancien ce qui pourrait l'impacter parce qu'après 30 ans, un immeuble ne bouge plus. Et la toiture. Voilà ce qui pourrait incomber, si travaux il y avait, au nu propriétaire. Tout le reste, c'est pour l'usufruitier. Donc, pas de flux financier pendant la durée de l'usufruit. Autre avantage, les frais de notaire. Les frais de notaire ne sont pas calculés évidemment sur la valeur de la plaine. Hein, quand vous achetez un bien pour faire du locatif, vous payez 7 à 7,5% sur la valeur de la pleine propriété. Là, l'assiette de calcul n'est pas la pleine, mais la valeur de la nue propriété fiscale, qui n'est pas très loin de la valeur économique, mais c'est bien la nue propriété qui sert d'assiette pour appliquer le taux les droits de mutation, hein, ce qu'on appelle les frais de notaire. Donc là, vous avez encore un gain qui correspond aux frais de notaire sur la décote, hein, sur la valeur de la décote. Donc là, si vous les ramenez à la valeur des loyers, en gros, vous gagnez rien qu'en frais de notaire entre 1 an et 1 an et demi de loyer net, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est pour les frais de notaire. Et puis, vous n'avez évidemment aucun souci de gestion pendant toute la durée de démembrement. Le bien est occupé par l'usufruitier. Il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de gestion locative proprement dite. Donc, c'est d'autant plus facile lorsqu'on est loin. Donc, la nue propriété, si on raisonne vraiment purement financièrement cette fois-ci, on s'éloigne un peu de l'immobilier, mais le fait de placer son argent en nue propriété, c'est à la fois, ce qui est intéressant, c'est le couple rendement-risque, ce qu'on regarde toujours, hein, quand on investit de l'argent, c'est combien par rapport au risque que je prends, j'en tire en rendement. Et là, on a un couple qui est absolument optimal, c'est-à-dire c'est le minimum de risque, puisque j'achète un actif tangible avec des cotes. Donc, avant que mon capital puisse commencer à être touché, il faudrait que le marché immobilier ait perdu toute la décote. Donc, ça, c'est minimum de risque, avec la performance du locatif. Donc, maximum, entre guillemets, de rendement, puisque je prends la performance du locatif, puisque ma décote correspond aux loyers qui me seront prépayés. Et s'ajoute à ça un véritable effet de levier, puisque moi, j'achète 60 un bien qui vaut 100, mais la hausse du marché, elle est sur 100. Donc, si le marché, par exemple, prend 20%, celui qui a acheté à 100, il a fait 20% sur son investissement. Moi, en ayant acheté 60 ce bien, j'ai fait 20 sur 60, j'ai fait donc 33% de performance, là où celui qui l'a acheté à 100 a fait 20%. Donc, j'ai un effet de levier sur l'évolution du marché. Donc, la rentabilité du locatif, la sécurité de la décote et l'effet de levier avec eu égard à l'évolution du marché. Donc, en résumé, voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, j'achète un bien avec des cotes qui correspondent à mes loyers qui me sont donc garantis, prépayés, d'un bien qui est tangible. Donc, j'ai bien un bien qui n'est pas sujet à la volatilité des marchés, hein, qui ne perd pas 10%, qui perd pas 10% en une journée, comme on peut le voir sur des marchés tendus. C'est pour ça qu'on appelle ça un produit quasiment à capital garanti, puisque mon capital, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est
avant qu'il soit touché, il faudrait quand même qu'il y ait un vrai séisme sur le marché. Et surtout, je perçois 100% de la performance. C'est-à-dire, contrairement à investir son argent dans des fonds d'investissement, par exemple, ou ce genre de choses, là, vous avez toujours des frais de gestion qui sont prélevés, hein, quand on fait du PER ou quand on fait tout ce type de véhicule. Chaque année, dans la performance du fonds, le gérant vous prend des frais de gestion. Là, vous prenez toute la performance. C'est-à-dire, si l'immobilier monte, 100% de la performance est pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire de l'investissement en nue propriété, ce type d'investissement s'adresse avant tout aux investisseurs de long terme. Ne faites surtout pas ce type de choses si vous voulez récupérer le bien dans 5 ans. Vous voyez, pour vous dire, je veux récupérer le bien dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. Le principe de l'investissement en nue propriété, c'est de la pure constitution de patrimoine. Je mets en portefeuille et je fais ça pour investir mon argent, immobiliser mon argent sur le long terme. C'est une forme de capitalisation de votre argent. Alors, je vous ai mis un cas pratique pour que vous voyez concrètement comment ça marche en mettant des chiffres sous les yeux. Alors, en nue propriété, on fait tout type de biens. Là, je vous ai mis des photos. Ça peut être une maison. Là, c'est une maison qu'on a fait à Saint-Tropez. Ça peut être un appartement parisien en pierre de taille classique. Ça peut être des appartements en haut. Là, c'est un appartement à Issy-les-Moulineaux ou à Mandelieu. Enfin, c'est tout type de biens, maisons, appartements, biens qui sont loués ou pas d'ailleurs. Et là, je vous ai mis un exemple d'une opération qu'on a pu réaliser dans un appartement qui est dans le 10e arrondissement à Paris, de 130 mètres carrés, qui a été évalué 1 600 000 € et sur lequel on a fait un démembrement de 15 ans. Donc, le vendeur a vendu la nue propriété de son bien en conservant un usufruit de 15 ans sur le bien. On a fixé un loyer de 32,50 € du mètre, qu'on a fait augmenter d'1,5% par an pendant toute la durée des 15 années. Donc, vous avez ici, sur le chart qui apparaît, les loyers. Vous voyez que la première année, la valeur des loyers, c'était 51 000 €. La deuxième année, 51 888, etc., etc., etc. On prend cette masse de loyer qu'on actualise à 2,5. On retire le ratio de charge et ça nous donne la valeur économique de 15 ans de loyer dans l'actif, qui est ici de 620 000 €. C'est la valeur de l'usufruit. Donc 620 000 €, on déduit ces 620 000 de 1,6 million, ça nous donne la valeur de la nue propriété, 980 000 €, auquel on ajoute nos honoraires, ce qui donne le prix de la nue propriété. Le bien a donc été mis en vente à 1,25 million pour un bien qui vaut 1,6 million avec 15 ans d'usufruit, soit 36% de décote. La personne a acheté le bien donc 1,25 million et ce qui pourrait se produire, si ça se produisait, imaginons que dans 10 ans, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, l'occupant décède, l'usufruit s'éteint, l'investisseur, l'acheteur, le nu propriétaire, récupère à ce moment-là le bien 5 ans plus tôt. La valeur de l'usufruit résiduel, c'est-à-dire les 5 années qui restaient, valait 250 000 €. L'abattement qui était appliqué était de 34%. À ce moment-là, l'investisseur a à remettre 165 000 € au lieu de 250 000, qui correspond aux 5 années de valeur résiduelle. Donc, comme vous pouvez voir, il gagne 85 000 € parce que ça s'est arrêté 5 ans plus tôt. Et donc, son prix total est de 1 190 000. Il a donc payé 1 190 000 € pour un bien qui vaut 1,6 million et donc bénéficié d'une décote de 28%, soit un TRI de 3,40 hors fluctuation immobilière. Là, on est uniquement sur la base de 1,6 million, c'est-à-dire j'achète le bien qui m'a coûté 1 190 000 sur la base d'1,6 million en valeur vénale. Peut-être que dans 10 ans, il vaudra 1,7 million, 1,8 million, 1,9 million, et donc à ce moment-là, mon TRI sera bien au-delà de 3,40%. Et là, le TRI est calculé uniquement par le jeu du démembrement, hors fluctuation immobilière. Alors, investir avec Melitivia en nue propriété, pourquoi est-ce qu'on fait ce type de choses? Pourquoi on investit en nue propriété? C'est quoi l'objectif de ce type d'investissement? D'abord, c'est évidemment un outil de constitution de patrimoine. On fait ça pour se constituer son capital de demain, préparer sa retraite
pour avoir un complément de revenu, pour avoir un capital grossi si je décide de revendre le bien. Donc, c'est vraiment un outil de sécurisation, de constitution de patrimoine qui travaille tout seul sur la durée, sans souci, sans gestion. C'est aussi un merveilleux outil de transmission, la nue propriété. Si vous êtes parent, vous voulez transmettre à vos enfants, c'est en optimisant évidemment fiscalement l'opération, c'est-à-dire en optimisant les droits à payer, en donnant évidemment, en achetant la nue propriété, en la donnant à vos enfants, ou en faisant même acheter par vos enfants la nue propriété, vous écrasez de nombreux droits et vous pouvez même donner des actifs à taux réduit, voire sans payer de droits de donation. Autre intérêt que l'on voit parmi les investisseurs en nue propriété, c'est de vouloir utiliser le bien plus tard. Alors là, je suis plus réservé là-dessus. Je dois dire que le conseil qu'on a l'habitude de donner à nos investisseurs, c'est attention, l'investissement en nue propriété, comme je l'ai précisé, est un investissement de long terme. Donc, acheter un bien en se disant je vais occuper ce bien dans 10, 15, 20 ans, c'est extrêmement audacieux comme approche parce que vous qui êtes non résident, expatrié, pour beaucoup, peut-être ne saviez-vous pas, il y a 10 ans ou 15 ans, que vous seriez aujourd'hui en Angleterre, en Allemagne, au Maroc ou je ne sais où. Il est difficile de savoir sur ces horizons temporels-là où on en sera dans sa famille, dans sa vie privée, sa vie professionnelle, etc. Donc, utiliser le bien pour plus tard, c'est plutôt dans une logique de résidence secondaire. Oui, là, on peut acheter un bien sur la côte, etc., en se disant, dans 10, 15 ans, je serais ravi d'avoir, pour ma retraite, un actif en Bretagne, sur la côte atlantique, sur la côte d'Azur, ou je ne sais où, à la campagne. Ça, oui. En revanche, pour une résidence principale, la logique est plutôt de se dire, j'investis en une propriété dans un bien, quand je le récupérerai, je le revendrai pour acheter là où je veux être dans 10, 15, 20 ans. Dernier point, c'est aussi un investissement qu'on appelle, nous, coffre-fort. Ça veut dire que investissement coffre-fort, c'est pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est vraiment de se dire, voilà, j'achète de la pierre avec une forte décote, ça travaille tout seul, j'ai mis ça, je n'ai pas à m'en soucier. En plus, j'ai quelqu'un dans le bien qui est attaché au bien, parce que c'était le propriétaire qui a voulu rester dedans. Donc, il y a fort à parier qu'il va, étant attaché, il va continuer à vivre comme il habitait avant dans le bien. Et donc, oui, c'est une manière de sécuriser son capital. Quand on parle de nue propriété, alors on peut vous proposer différents formats. Il y a celui dont je viens de vous parler là, c'est-à-dire un usufruit temporaire. Usufruit temporaire qui peut se terminer au terme. On peut partir sur un actif si le vendeur n'est pas en résidence principale, s'il fait ça sur un actif qui veut garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, et après il le libère, on fixe ça sur un usufruit temporaire. Si il veut garder la possibilité de rester plus longtemps dans le bien, là, il y a l'assurance, il va souscrire l'assurance, et donc vous savez que de toute façon, au terme de l'usufruit temporaire, vous avez l'indemnité versée par l'assurance. Ça, c'est le contrat Monetivia, c'est le produit phare, j'ai envie de dire, de Monetivia, le plus demandé au sein de la société. Et puis, vous avez vous avez sinon une possibilité, c'est de faire du démembrement classique, j'ai envie de dire traditionnel, que vous connaissez peut-être parce que vos parents vous ont donné. On voit souvent ça dans les donations. Les parents donnent la nue propriété de leur bien à leurs enfants. Ils gardent un usufruit viager, un usufruit à vie dans le bien. Et bien, cette nue propriété, elle peut se vendre aussi. Et ça aussi, on propose à des investisseurs. Alors, il y a plus d'aléas. Il n'y aura pas de complément à remettre en cas de récupération prématurée. Il n'y aura pas d'assurance, en revanche, si ça dure plus longtemps que prévu par rapport au calcul. Puisque là, dans ces cas-là, le calcul est fait non pas à partir des loyers, mais il est fait en tout cas à partir de l'espérance de vie, puisque l'usufruit n'est pas temporaire, il est à vie, laissé au vendeur. Et dans ces cas-là, on part d'hypothèse d'espérance de vie, pour dire, écoutez, voilà, compte tenu de votre âge, vous avez une espérance de vie de 17 ans, et donc on va faire les calculs sur 17 ans. Alors, si ça dure moins longtemps, l'investisseur va voir son TRI augmenter. Si en revanche, ça dure plus longtemps, il va le voir
se dégrader. Donc, c'est pour des investisseurs qui ont un peu moins d'aversion au risque, hein. Autant le contrat monétivaire et démembrement temporaire, c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas de risque et sécuriser l'opération. Ceux qui sont un peu plus joueurs, entre guillemets, même si on est loin d'investissements type viager, ou etc., qui sont pour le coup vraiment beaucoup plus risqués. La nue propriété, en laissant un usufruit à son vendeur, à vie, écoutez, vous récupérerez au décès du vendeur. On peut aussi dire un mot sur et j'en aurais fini, sur le comparatif entre la nue propriété dans le neuf et dans l'ancien. Ça existe aussi dans le neuf. Dans le neuf, c'est des programmes, hein, qui sortent et qui vendent les appartements en nue propriété à des particuliers ou autres. Et l'usufruit est laissé à un bailleur social. Donc, c'est du logement social, on dit, appelons un chat un chat. Et la différence, c'est qu'effectivement, d'abord, c'est du logement social. Donc, ce n'est pas un particulier qui va être usufruitier et qui va rester en bien. C'est un locataire social géré par un bailleur social. Donc, c'est particulier. D'autre part, dans le neuf, vous achetez neuf, donc vous achetez avec la surcote du neuf. C'est beaucoup plus cher qu'acheter dans l'ancien, où là, on part de valeur de marché, hein, de la valeur du bien, comme si ce bien était vendu libre dans le marché, hein. Vous l'achetez à sa valeur de marché aujourd'hui, et c'est à partir de cette valeur qu'on va calculer les loyers et donc le prix de la nue propriété. Le neuf, il y a évidemment une surcote que vous perdrez à la récupération du bien, puisque vous le récupérez dans 15 ans ou dans 20 ans, et donc le bien ne sera plus sur le marché du neuf, mais sur le marché de l'ancien. Les localisations aussi, l'avantage de l'ancien, c'est que c'est du diffus, hein. C'est une offre qui est totalement diffuse, donc c'est monsieur tout le monde qui vend son bien, et donc vous allez acheter des biens au cœur des villes, donc intramuros. Il n'y a pas de problème de foncier comme on peut avoir dans le neuf, où là, comme ce sont des immeubles qui sont construits, c'est toujours un peu plus reculé par rapport au cœur des villes, et donc qui donne lieu à des biens qui sont moins liquides, évidemment, à la sortie, si vous voulez les revendre ou les mettre en location. D'autant que c'est des programmes en bloc dans le neuf. Programme en bloc, ça veut dire qu'il sort, en T0 et il ressort. Tous les appartements ressortent en même temps, dans 15 ans ou dans 20 ans, en location ou en vente. Donc évidemment, en sujet de liquidité, ça peut poser un sujet. Voilà, donc en résumé, c'est une solution qui est effectivement particulièrement adaptée aux expatriés, parce que j'ai moi-même été expatrié un certain nombre d'années en Asie, et effectivement, quand on est loin, je sais aussi que on n'a pas envie de se soucier de gestion à Paris, on n'a pas envie de gérer un locataire où il y aurait des sujets, des problèmes de loyer, de petits menus travaux dans l'appartement. Et donc, c'est une solution effectivement qui sécurise beaucoup quand on est loin, hein. 20% de nos investisseurs sont d'ailleurs des expatriés, des non-résidents, parce que vous n'avez pas de gestion locative, il n'y a aucun flux financier. Et évidemment, c'est un bon moyen de préparer votre tour, de vous mettre dans le marché, hein, en acquérant de la pierre en France. Et au moins, vous prenez la hausse du marché, surtout dans un climat inflationniste. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'investissement en nue propriété. Ce que je vous propose maintenant, on a un chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions au sujet de ce type d'investissement. Alors, je vais regarder tout de suite. Hop là, une première question posée par Johan. Bonsoir, pourriez-vous réexpliquer comment est calculée l'indemnité mensuelle versée par Allianz? Merci. Alors ça, on parle bien donc après, au terme de l'usufruit temporaire que vous avez laissé à votre vendeur. Effectivement, si celui-ci souhaite prolonger son occupation dans le bien, immédiatement, vous recevez une rente mensuelle versée par Allianz. Comment est-ce qu'elle est calculée? Elle est calculée de manière à protéger votre TRI sur l'opération. Donc, on va immédiatement, lorsque vous allez acheter la nue propriété, faire souscrire un contrat au vendeur d'assurance qui va générer une rente correspondant à 3% de votre investissement.
hein. Donc ça, c'est le minimum garanti. 3 de votre investissement et donc qui vous sera versé dans 15 ans et ces 3 vont travailler pendant les 15 années. Cette rente qui est censée vous générer 3 de votre investissement, elle va travailler chaque année en étant revalorisée chaque année d'usufruit et de façon capitalisée, ce qui fait que quand elle va s'enclencher au terme de l'usufruit, elle générera 3 de rendement. L'idée étant, par rapport à votre rendement sur l'opération, eh ben, qu'elle le protège, voire qu'elle l'améliore encore plus, eu égard à la revalorisation de cette rente. Question de Lucie. Qui paye l'assurance Allianz? Merci beaucoup pour cette présentation. Mais je vous en prie, Lucie, avec plaisir. Avec plaisir. Qui paye l'assurance Allianz? C'est le vendeur. C'est le vendeur parce que j'ai oublié de vous préciser une chose, mais qui n'est pas neutre, c'est que le vendeur paye cette assurance parce qu'il a le choix, en réalité. Il se laisse le choix, au terme de l'usufruit temporaire, d'occuper encore le bien, auquel cas le nu propriétaire perçoit cette rente tous les mois, mais il se laisse aussi le choix de quitter le bien. Et à ce moment-là, c'est lui, vendeur, qui récupère cette rente qui lui est versée tous les mois. L'acquéreur, donc le nu propriétaire, récupère le bien hein, au terme de l'usufruit, terminé. Le nu propriétaire devient plein propriétaire, il récupère le bien. Et le vendeur qui a payé cette assurance ne perd pas l'assurance. Il va bénéficier de cette rente jusqu'à la fin de ses jours et qui va donc financer sa maison de retraite ou son EHPAD ou je ne sais quoi, puisqu'il faut savoir qu'il aura à minima 92 ans lorsque l'usufruit se terminera. Donc, il souscrit aussi ce produit d'assurance hein, pour ses vieux jours, en se disant, moi, j'ai calibré cette durée d'occupation dans le bien. Au terme de cette durée, je m'en vais et j'ai ma maison de retraite qui sera financée, parce que j'ai un revenu qui tombera dans mon escarcelle pour financer cette maison de retraite. Alors, question de Daniel. Daniel Chéret, quelle part de ces taxes, impôts paye-t-on si on n'est pas imposé en France? Alors, vous ne payez pas de taxes et impôts, puisque tout ce qui est taxes foncières, comme je l'ai précisé, les charges de copropriété, tout ça, c'est réglé par l'usufruitier. Vous achetez en tant que non-résident la nue propriété du bien, c'est dans votre patrimoine, et rendez-vous à la récupération du bien. En frais de copropriété, demande Émilie, qu'est-ce qui est considéré comme gros travaux? Quelle est la probabilité d'avoir des gros travaux sur 15 ans? Alors, d'abord, pour répondre à cette question de façon précise, la probabilité, difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de l'immeuble dans lequel vous allez acheter votre appartement. Mais vous avez en tous les cas on a tous les éléments, hein, puisqu'on a tous les PV d'AG. C'est exactement comme une transaction immobilière classique de ce point de vue-là. Si vous allez chez le notaire avec tout le dossier complet d'une transaction immobilière, à commencer par les PV d'AG, les appels de fonds du fruitier vous seront évidemment communiqués, etc., etc. Donc, à travers les PV d'AG, le carnet d'entretien de l'immeuble, etc., on sait dans quel état est l'immeuble et quels sont les travaux à prévoir, quels sont ce type de choses. La probabilité que vous ayez à régler des gros travaux, elle est faible, eu égard au fait que, comme ils se réduisent, ils sont vraiment réduits à leur strict minimum, c'est-à-dire structure, toiture, tout le reste incombe à l'usufruitier. Donc, pour que des travaux de grosse réparation qui concernent ces deux postes, j'ai envie de dire, le bâti, hein, une reprise de fondation de l'immeuble ou la toiture. Une toiture, c'est tous les 50 ans, ça se change. Donc, voilà, si elle est saine au moment où vous achetez, la probabilité est quasi nulle que vous ayez à remettre sur ces sujets-là. Mais de toute façon, là où je veux aussi un peu peut-être déminer ou réduire ce sujet, c'est que vous payez de toute façon les gros travaux au prorata des tantièmes de l'appartement. Hein. Donc, sur une copropriété, par exemple, une grosse copropriété, il faut la double probabilité
qu'il y ait ces grosses réparations et après, au niveau des tantièmes que vous ayez à payer. Donc, oui, c'est vraiment réduit à son strict minimum. Question de Benjamin, quelle est la différence avec un viager? Ah bah, la différence, c'est une question de risque, tout simplement. C'est viager, vous prenez plus de risques, donc vous avez potentiellement plus de gains, potentiellement plus de pertes, voire beaucoup plus de pertes. C'est vraiment une question il faut être un peu plus joueur pour faire. Il faut être un joueur, en fait, pas plus joueur. Il faut être un joueur pour faire un viager, parce qu'un viager, je rappelle que vous payez un capital et une rente tous les mois. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, tant que la personne tant que la personne est en vie. Et donc, c'est calculé sur son espérance de vie. S'il fait 5 ans, 10 ans de plus que son espérance de vie, vous payez, vous payez, vous payez. Vous payez la taxe foncière et vous payez, en plus de la rente, la taxe foncière, une partie des charges de copropriété, etc., etc. Donc, c'est vraiment un autre acte d'investissement. Ça n'a rien à voir avec le démembrement de propriété temporaire avec assurance. Là, qui s'adresse à des investisseurs qui veulent beaucoup plus sécuriser, si vous voulez, l'investissement et qui n'ont pas envie de jouer, en fait, quitte à faire plus de gains, si finalement les événements font qu'ils récupèrent le bien plus tôt. Mais voilà, c'est deux types d'investissements, deux types d'investisseurs différents. De combien de temps dispose, question d'Hugo, de combien de temps dispose le nu propriétaire pour régler le complément en cas de récupération prématurée? Eh bien, il dispose de 6 mois à compter du jour où il a récupéré le bien. Ça veut dire quoi? Imaginons que vous êtes parti, je reprends un exemple sur 15 ans de usufruit, l'occupant décède au bout de 10 ans, vous récupérez donc 5 ans plus tôt, vous devez reverser, j'en sais rien, 50 000 euros. Les ayants droit du vendeur ont 2 mois pour libérer les lieux, et vous avez ensuite 6 mois, une fois que vous avez récupéré les clés du bien, pour verser ce complément. L'idée est évidemment de vous laisser le temps de revendre le bien pour ceux qui le souhaitent. Vous aurez en fait 2 plus 6, 8 mois, puisque vous serez informé immédiatement par le notaire de la récupération du bien juridiquement parlant, de la recomposition de la pleine propriété. Et donc, 2 mois plus 6, vous avez 8 mois pour verser ce complément. Et beaucoup d'investisseurs alors, privilégient la revente, en se disant, moi, j'ai acheté 60 un bien qui vaut 100, si je dois remettre 10, je remets 10, je revends, et les 30 de différence, c'est dans ma poche net d'impôt, et je recommence. Et je refais une opération. Donc, vous pouvez revendre, vous pouvez emprunter aussi pour verser ce complément, parce que si vous avez 10 à mettre d'un bien qui vaut 100, vous appelez votre banque, vous lui dites, je vais mettre un locataire dedans, est-ce que vous pouvez me prêter 10? C'est pas très compliqué de trouver une banque qui vous prête dans ces conditions, ou sinon vous avez les fonds nécessaires et donc vous versez le complément. Donc soit vous les avez, soit vous empruntez, soit vous revendez le bien et vous avez de toute façon 2 mois plus 6 pour verser ce complément. Question de Rui Sylvestre. Bonsoir, cela peut s'appliquer sur un bien situé au Portugal. Alors, la réponse que je vais vous faire, que je vais essayer d'être précise, rendre précise, c'est non aujourd'hui, c'est-à-dire non parce que vous ne pouvez pas bénéficier de la rente de l'assurance qui ne couvre pas des actifs au Portugal, en tout cas qui n'active pas cette rente-là, et il faudrait aussi que le droit immobilier, le droit de la propriété au Portugal, soit exactement la même. Donc, il faudrait regarder. Mais en tous les cas, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui s'étudie. C'est vraiment du cas par cas. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne proposons pas de biens situés au Portugal. Question de Frédéric. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Est-ce possible de revendre une nue propriété au milieu en cas de nécessité d'argent? Oui, monsieur, c'est possible de revendre, ce qu'on appelle du secondaire, marché secondaire. Vous avez acheté une nue propriété avec un usufruit de 15 ans. Au bout de 5 ans, vous avez besoin de ressortir. À ce moment-là, vous allez revendre la nue propriété avec un usufruit de 10 ans.
Donc, mécaniquement, la valeur de votre nue propriété, elle aura augmenté avec le temps, puisque la valeur de l'usufruit reposera sur 10 ans noyés et non plus sur 15. Donc, la décote sera moindre, donc la nue propriété, mécaniquement, avec le temps, augmente et se valorise. Donc, vous pouvez ressortir. C'est un peu exactement comme si vous l'aviez acheté la première fois, en fait. Vous l'avez acheté une première fois. C'est un peu comme si la première fois, c'était déjà du secondaire. J'achète avec 15 ans d'usufruit, je ressors avec une nue propriété et 10 ans d'usufruit. Donc, c'est possible de le faire. En revanche, je complète mon propos en vous précisant que si vous faites cela, vous perdez l'avantage fiscal sur l'usufruit. Je m'explique. Si vous achetez aujourd'hui un bien qui vaut 100, que vous achetez 60, si vous attendez le remembrement, le fisc considère que vous l'avez acheté en pleine. Donc, pour calculer la plus-value, il va partir de 100. Vous revendez la pleine propriété, donc il part de la pleine propriété le jour où vous avez acheté le bien pour calculer la plus-value. Si en revanche, vous revendez la nue propriété, au bout de 5 ans, comme dans l'exemple que je donne là, alors là, le fisc va partir de la nue propriété. Il considère que vous avez acheté la nue propriété, vous revendez la nue propriété, et donc là, il va partir de 60 pour calculer la plus-value si vous revendez 70, par exemple. Donc, c'est juste la limite de l'exercice. La nue propriété, ce n'est pas fait pour ressortir, évidemment, vous l'avez bien compris, avant de récupérer le bien, mais c'est possible de le faire si vous avez besoin de récupérer les fonds. Question de Daniel. Comment calcule-t-on la valeur nue propriété sur une solution viagée, aussi sur un forfait de 15 ans loyer? Alors, on calcule la valeur de la nue propriété lorsqu'on laisse un usufruit viager au vendeur à partir de l'espérance de vie. Donc, comme je l'expliquais, on va prendre les tables de mortalité. Si le vendeur a 20 ans d'espérance de vie, on considère qu'il va habiter le bien 20 ans. Et donc, même chose, alors il y a des barèmes, nous on a une logique économique, c'est de se dire combien ça vaut d'habiter 20 ans le bien. Et à ce moment-là, ces 20 années sont déduites de la valeur du bien. Et dans ces cas-là, si ça dure moins longtemps, vous avez augmenté évidemment le TRI parce que vous n'avez rien à remettre dans ces cas-là. En revanche, si ça dure plus longtemps, et là, le TRI se dégrade, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, hors fluctuation immobilière, le TRI se dégrade parce qu'on est calculé sur une hypothèse d'espérance de vie et la personne a vécu plus longtemps, donc a occupé le bien beaucoup plus longtemps. Question de Marco. Quel type de biens proposez-vous? Peut-on les visiter? Alors, peut-on les visiter? Je réponds tout de suite oui. Tous nos biens, vous pouvez les visiter. C'est l'avantage de l'ancien, c'est que par rapport au neuf, on achète sur plan. Là, vous achetez un bien qui existe. Et donc, c'est tout à fait possible de les visiter. On peut même vous faire des vidéos. Il y a beaucoup d'expatriés qui nous demandent de faire des visios parce qu'ils ne peuvent pas se rendre, évidemment, quand ils sont intéressés par un bien sur place tout de suite. Quel type de biens on propose? On propose des biens. Monetivia sélectionne des biens. On a beaucoup de demandes de vendeurs qui proposent de vendre en nue propriété. Et on va sélectionner des biens qui revêtent une ou deux caractéristiques. La première, c'est qui est une valeur locative forte. Ça veut dire des biens qui sont liquides, pour être clair, c'est-à-dire au cœur des villes ou très bien placés au niveau national. L'idée, c'est toujours d'avoir une logique d'investisseur long terme, c'est de dire je vais récupérer ce bien dans 10, 15, 20 ans, 25 ans, il faut que ce bien soit liquide. Donc, soit il a une valeur locative forte, soit il a une valeur patrimoniale forte, là où il est. Il est sur le bassin d'Arcachon, il est dans le Pays Basque, il est sur la Côte d'Azur, vue mer, il est, etc. On va sélectionner ce type d'actifs qui vous prémunissent d'une valeur demain d'un actif qui aurait, parce qu'il était dans la pampa où il avait des qualités intrinsèques type maison Phoenix. Ça, on ne va pas prendre. On va prendre toujours sélectionner des biens qui ont ces caractéristiques de liquidité, qui sont des biens qui tournent facilement. Colline qui nous pose la question, si l'on veut prendre plus de risques, est-il possible de laisser un usufruit à vie au vendeur? Alors ça, je crois qu'on a répondu à cette question. Colline, oui, c'est le cas d'une acquisition en nue propriété classique, traditionnelle, en laissant un usufruit à vie
à son vendeur. On propose aussi ce type de bien. Question de Stéphanie. Bonsoir, comment contrôler si l'occupant du bien ne le dégrade pas? Alors, vous pouvez le contrôler parce que vous avez un droit de visite qui est prévu à l'acte, hein, tous les ans. Maintenant, sur cette question-là, bien avoir en tête, d'abord, toutes les parties sont assurées. Le syndic d'immeuble est assuré, l'occupant est assuré, le nu propriétaire prend ce qu'on appelle une PNO, propriétaire non occupant, exactement comme dans le locatif, ça coûte 50, 70 euros, 80 euros par an. Et ce qui assure toutes les parties. Si jamais il y a une dégradation type dégâts des eaux, je sais pas, un incendie ou quoi que ce soit, vous êtes totalement assuré, il n'y a pas de sujet. La dégradation d'usure naturelle, c'est la vie, vous achetez dans l'ancien, à occuper un bien pendant 15 ans, bah oui, il va y avoir une usure naturelle du bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez dans le bien quelqu'un qui est attaché. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais par rapport à 15 ans de loyer, 15 ans de location, 15 ans de locataire qui tournent dans un bien, là, vous êtes sûr d'avoir des petits travaux de rénovation. Ça, c'est sûr et certain. Là, vous n'en aurez pas, puisque là, le principe de l'usufruit, c'est que l'usufruitier, il habite le bien et il ne vient pas vous chercher pour, s'il a envie de repeindre le mur de son salon ou s'il rénove un peu sa cuisine. Hein, ça, il ne le fait pas. Et d'ailleurs, on constate que de nombreux vendeurs, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête de ceux qui font l'opération, hein. Qu'est-ce qu'ils font, ceux qui font ça? Ils font l'opération parce qu'ils monétisent un actif tangible. Ils se disent, ben, ils stockent une valeur de cash importante. C'est un actif qui me coûte, qui ne me rapporte rien parce que je l'habite. Et ben, je vends la nue propriété, ça me rapporte un capital et ça me permet de profiter de la vie, de donner à mes enfants, de tout de suite à mes enfants, pas de donner la nue propriété, mais de donner la valeur de la nue propriété tout de suite aux enfants. Ça me permet de voyager, ça me permet de faire tout un tas de projets. Et donc, tous ces vendeurs vont faire l'opération pour se faire plaisir. Et beaucoup, c'est là où je voulais en venir, on constate que certains d'entre eux, la première chose qu'ils font quand ils ont vendu la nue propriété, c'est qu'ils refont l'appartement. Enfin, ils refont, pas tout l'appartement, mais ils refont la décoration du salon. Ils pensaient depuis longtemps à refaire leur chambre, refaire la cuisine, refaire etc. Et ils commencent par faire ça avec le capital du fruit de la vente en nue propriété. Donc, la logique, c'est que oui, de toute façon, quand vous récupérez le bien dans 10, 15, 20 ans, de toute façon, vous ferez des travaux dans le bien, par définition, soit parce que vous le récupérez pour vous, soit vous le mettrez en location, etc. Donc, vous redonnerez un coup de peinture et de rénovation. Mais ça sera dans la valeur du bien. Nous, la valeur du bien tel qu'il est aujourd'hui, on le valorise dans son état d'aujourd'hui. S'il est tout à refaire aujourd'hui parce qu'il est occupé par des personnes qui sont depuis 60 ans dedans et qui n'ont pas fait de travaux plus que ça, il vit sa vie comme un appartement occupé normalement par des personnes âgées et qui nécessite des travaux de rénovation, ben, il sera valorisé comme tel. S'il est flambant neuf, parce que l'appartement et les personnes sont très soucieux d'avoir toujours un appartement nickel, il sera valorisé comme tel. Voilà. Donc la notion de dégradation de l'appartement, vous êtes prémuni, j'ai envie de dire, d'un risque éventuel. Et pour vous en rendre compte, vous avez effectivement ce droit de visite qui est prévu à l'acte. Monique Fritsch qui nous pose la question, dans le cadre d'un héritage d'une maison ancienne, de parents aux enfants, une indivision entre frères et sœurs, peut-on conclure ce genre de contrat? Alors, oui, on peut conclure. Alors, attention, il faut toujours avoir bien en tête, savoir qui est plein propriétaire du bien au départ, qui détient la pleine propriété. Est-ce que c'est une indivision? Est-ce que ce sont les parents qui veulent donner ou qui ont donné la nue propriété aux enfants? Parce qu'on a aussi des enfants qui nous appellent, qui sont détenteurs de la nue propriété de l'appartement de leurs parents et qui nous demandent de faire l'opération de vente de leur nue propriété, parce que, comme je le disais préalablement, détenir un titre, la nue propriété de l'appartement de ses parents, bah oui, vous détenez un titre, mais ça ne vous rapporte rien. Hein. Ça vous rapportera le jour où vous récupérez l'appartement au décès de vos parents. C'est-à-dire en moyenne 61 ans, 62 ans en France. Hein. On hérite à peu près à cet âge-là.
Or, c'est plutôt quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans qu'on constitue son patrimoine et sa vie, sa résidence principale, sa résidence secondaire, qu'on finance ses études de ses enfants. C'est surtout là où on a besoin d'argent. Donc, on a des enfants, donc des quadras, des trentenaires, qui ont la nue propriété des parents et qui disent est-ce que je peux faire l'opération et vendre la nue propriété de mon bien? Comme ça, je monétise tout de suite et j'en profite maintenant. Donc, qui préfèrent avoir 500 000 euros aujourd'hui qu'1 million dans 20 ans. Vous voyez, parce qu'ils le reconstitueront, mais en profitant pendant 20 ans. Donc, on peut regarder, et c'est possible de faire ça dans le cadre d'indivision. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des questions. Merci beaucoup à vous tous de votre participation. Je précise que cette vidéo vous sera envoyée à chacun, à l'ensemble des inscrits, et que nous sommes évidemment là au sein de Monetivia. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez l'adresse du contact de Monetivia et le numéro de téléphone. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On sera très heureux de pouvoir vous accompagner sur vos projets d'investissement. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.